Bonjour, voici donc la troisième et dernière partie de la correction de ce TD numéro 2 du cours de physique quantique. Alors comme pour les précédents épisodes, vous trouverez le lien vers l'énoncé en dessous dans le descriptif de cette vidéo et vous pouvez aussi retrouver les cours proprement dit sur cette même chaîne. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous voulez et éventuellement d'ailleurs à les partager si vous pensez que cela peut être utile à d'autres. Alors, cette troisième partie porte sur les amplitudes de probabilité et les valeurs moyennes. Donc on va retrouver un espace vectoriel de dimension 2 donc correspondant à l'espace des états d'un qubit. Alors allons-y. Troisièmement, donc, amplitude de probabilité et valeur moyenne. Alors on s'intéresse à un qubit, donc un système quantique à deux niveaux, et à un espace vectoriel des états de dimension 2, et à l'observable grand A, associé à une grandeur physique A. Donc on note la grandeur physique A, et avec un chapeau, l'opérateur associé, donc l'opérateur hermitien qui représente dans l'espace des états cet observable. Alors, associer une grandeur physique pertinente pour ce qubit. Ok, alors dans la base 0,1, donc on nous donne une base qu'on appelle, donc on appelle les deux vecteurs 0 et 1. Ok, 0 en premier, 1 en second. Bon, soit, deux vecteurs de base. Alors, c'est pas précisé, mais je pense que c'est sous-entendu. Il s'agit d'une base orthonormée, donc 0, 0, le produit hermitien de 0 avec 0 est égal au produit hermitien de 1 avec 1, et ça vaut 1, et 0, 1 égale 1, 0 égale 0. Donc une base orthonormée, ça aurait été bien de le préciser. Représenter donc cet opérateur par la matrice suivante. Alors dans cette base-là, l'opérateur est ce qu'il est, mais il a dans différentes bases des représentations différentes. Donc dans la base qu'on a choisie, il se représente par la matrice AAAA, où A est réel. Et on nous dit que c'est une constante réelle dimensionnée, c'est-à-dire qu'elle a une certaine dimension physique. Bon, soit. La dimension de la grandeur physique A, effectivement. Alors, petit a, pas celui-là, petit a, première question. Justifier que l'opérateur A est bien associé à une observable physique du système. Bon, alors ça, c'est évidemment très classique. De manière générale, revoyez le cours si vous voulez, à chaque grandeur physique peut être associé un opérateur auto-adjoint dont toutes les représentations matricielles du coup sont hermitiennes, c'est-à-dire qu'elles sont égales à leur transposée conjuguée, et inversement, toute matrice hermitienne représentant dans une certaine base orthonormée un certain opérateur est associée à une observable physique. Donc tout opérateur A tel que A est égal à A croix, son adjoint, c'est-à-dire qu'on dit que l'opérateur est auto-adjoint. Donc tous les opérateurs auto-adjoints sont associés à des grandeurs physiques. Alors, intéressantes ou pas, mais en tout cas, ce sont des grandeurs physiques pertinentes pour le système. Donc, il suffit de vérifier que cet opérateur est auto-adjoint. Donc, puisqu'on a une représentation dans une certaine base, il suffit de voir si dans cette base-là, la matrice est bien hermitienne est bien égale à sa transposée conjuguée, et du coup ce sera vrai dans toutes les bases, puisque ce sera vrai de l'opérateur lui-même. Là c'est évidemment le cas, la transposée de A, c'est A elle-même, évidemment, et A étant réel, si vous passez au conjugué, ça ne change pas la matrice, donc ceci est évident en l'occurrence, donc A correspond bien à une observable physique. Alors, petit b, en reprenant les résultats d'un exercice du TD numéro 1, oui, alors, on l'a plus sous la main. Je me disais bien que cette matrice nous disait quelque chose. On l'a effectivement vu dans le TD précédent, donc vous pouvez remonter dans les vidéos. On a déjà vu ça quelque part. Donc, en reprenant les résultats, il va falloir qu'on les retrouve vite fait, mais c'est pas grave. Retrouvez les valeurs propres de cet opérateur notés A1 et A2. Alors, pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres associés, on peut, comme toujours, pédestrement, calculer le déterminant de A moins lambda I, regarder quand est-ce que ça s'annule, quand ça s'annule, et quand ça s'annule, eh bien, on a un lambda qui est la valeur propre. Mais là, en l'occurrence, c'est tellement évident
quelles sont les valeurs propres. Enfin, donc on peut faire ça si on veut, mais sinon c'est évident de voir les valeurs propres de cette matrice, hein, puisqu'il suffit de voir que A appliqué au premier vecteur propre, 0 ici, eh bien ça fait A, 0 plus A, 1, n'est-ce pas? Et A appliqué au deuxième vecteur propre, eh bien ça fait à nouveau A0, enfin non, j'avais pas mis un facteur, plus A1. Et donc on voit tout de suite que, alors je vais reprendre mon chiffon mouillé, on voit tout de suite, un peu trop mouillé cette fois-ci, on voit tout de suite que si on fait A appliqué à 0 plus 1, eh bien on va trouver ça plus ça, c'est-à-dire 2A0 plus 2A1, hein, donc 2A 0 plus 1. Donc manifestement, ce vecteur-là est vecteur propre pour la valeur propre 2A. Donc voilà notre première valeur propre A1. Et puis une autre valeur propre, un autre vecteur propre associé à une valeur propre évidente, c'est que si je fais ça moins ça, du coup évidemment ça fait 0. Hein, donc si j'applique A à 0 moins 1, eh bien j'obtiens 0. 0 fois, du coup, 0 fois le même vecteur. Hein, donc c'est bien un vecteur propre associé à la valeur propre 0, qui est donc la deuxième valeur propre à 2. Alors on peut appeler ça A1, ça A2. Bon, voilà, on a fait dans cet ordre-là. Donc ce sont les valeurs propres qu'on avait très probablement obtenues dans le TD numéro 1. Voilà, alors exprimer... Alors, et on nous demande les vecteurs propres associés, ben, on les a. Alors, n'importe quel multiple de ces vecteurs-là sont vecteurs propres associés aux valeurs propres correspondantes, et on nous demande des vecteurs propres normalisés, c'est-à-dire de norme égale à 1, donc il faut une norme égale à 1 pour ceci. Donc, par exemple, donc je vais tout réécrire, 1... Pour la valeur propre A1, on va noter le vecteur propre A1 comme ceci d'ailleurs. Donc A1 égale 2A. Donc il fallait normer 0 plus 1. Donc la norme de ça, à l'évidence, c'est racine de 2. Donc il faut simplement diviser par racine de 2. Ou bien on peut multiplier, hein, ça je l'avais indiqué dans l'épisode précédent. Ça, pour n'importe quel θ, ça fonctionne encore. Donc on va prendre θ égale 0 ici par exemple, donc je vais bien laisser 1 quand même. Et donc je peux représenter dans la base 0,1 ce vecteur-là comme un vecteur colonne, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Et puis pour l'autre, pareil, même norme, racine de 2, donc je divise par racine de 2. J'ai le choix de multiplier par e puissance i θ', mais c'est inutile. Enfin, oui, enfin, peu importe, c'est utile de compliquer. Donc on va simplement prendre la phase nulle ici, 1 sur racine de 2. Voilà un autre vecteur normalisé. Et on vérifie, comme toujours, que deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes sont nécessairement orthogonaux. Et donc effectivement, si vous faites ça, scalaire ça, vous allez trouver 1,5 moins 1,5 égale 0, comme il se doit. Bien, donc ça c'est ce qu'on avait probablement vu une fois précédente. Alors exprimer également A à partir des projecteurs sur chacun de ces deux états propres. Alors ça c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Tout opérateur peut être écrit, tout opérateur donc auto-adjoint, donc diagonalisable en base orthonormée, peut être écrit comme la somme des projecteurs sur chacun de ces vecteurs propres fois la valeur propre en question. On avait écrit, si vous vous souvenez, G égale somme de GI fois GI, GI. Donc pour I égale 1 à n si on est en dimension n, où GI est le vecteur propre de G associé à la valeur propre GI. Tout simplement parce que ça, c'est le projecteur sur GI qui s'écrit
donc dans la base DGI comme une matrice nulle avec simplement à la ligne I et à la colonne I avec un 1 ici et des 0 partout ailleurs. Et donc ça, c'est bien la matrice diagonale G1, G2, G3, Gn. Bon, alors on révise au passage, enfin c'est un peu fait pour ça, cette idée. Voilà, donc on nous demande d'écrire A à partir des projecteurs. Donc dans ce cas particulier, on peut donc écrire que A, c'est, alors la première valeur propre c'est 2A, donc on a 2A A1, A1, plus 0 A2, A2, hein, plus 0 A2, A2, et donc plus 0, donc en fait ça suffira. Voilà, hein, donc finalement, A, c'est 2A fois la projection sur le vecteur A1, c'est-à-dire celui-ci. Okay. Alors, c'est intéressant parce que vous dire, ah oui, mais on a dit qu'on avait le choix pour A1, pourtant A, il est ce qu'il est. Si on change de A1, est-ce que ça va changer? Enfin, si on change de 1, ça ne doit pas changer A. L'opérateur, il est ce qu'il est. Alors effectivement, on a dit qu'on aurait pu prendre ici E puissance Iθ à la place, mais si vous prenez E puissance Iθ ici, pour n'importe quel θ, eh bien vous voyez que vous avez ce ket là qui est donc ça maintenant, mais que vaut le bras? Du coup, si ça c'est le ket, alors ça c'est important hein, de bien le comprendre. Si A1 est ce ket là, je ne suis pas sûr que ce soit si bien que ça d'effacer à l'eau, mais bon, plus E puissance Iθ 1 sur racine de 2, hein, donc c'est comme si on avait écrit ici E puissance Iθ en plus. Ceci reste un vecteur propre normalisé pour la même valeur propre. Alors que vaut le bras associé? Eh bien le bras associé, c'est le vecteur ligne transposé conjugué. Hein, donc en fait, ça me donne, si je travaille directement avec ces quêtes que je transforme en bras, alors ça va me faire le bras 0, mais attention, le coefficient devant doit être le complexe conjugué de celui-ci. Donc E puissance moins Iθ sur racine de 2 plus E puissance moins Iθ sur racine de 2 fois le bras associé à 1. Et du coup, si j'écris à nouveau A1 avec ce nouveau avec ces nouveaux vecteurs, je les appelais primes ceux-là, d'accord? Eh bien, je vais trouver la même chose qu'avant, hein, puisque je vais avoir, si je fais ça fois ça, je vais avoir comme avant, avec fois E Iθ fois E puissance moins Iθ, et E puissance Iθ fois E puissance moins Iθ, bien évidemment, ça fait E puissance 0, c'est-à-dire 1. Hein. Donc, effectivement, écrire A comme 2A fois le ket bras A1, A1, ça dépend du choix qu'on a fait, enfin, ça a l'air de dépendre du choix qu'on a fait pour A1 et pour le ket A1 et du coup le bras associé, mais en fait non, puisque si on multiplie ce ket-là par E puissance Iθ, alors on va multiplier celui-là par E puissance moins Iθ, et ça ne va pas changer l'opérateur, comme il se doit. L'opérateur, il est ce qu'il est, indépendamment de la façon dont on l'écrit et de la base sur laquelle on le représente. Bon, et bien voilà. Donc, c'était ça la question, hein, écrire A en fonction des projecteurs sur ces valeurs propres, mais comme une des valeurs propres c'est 0, évidemment, la partie correspondant à ce projecteur-là, on peut l'écrire, mais on peut aussi ne pas l'écrire, parce que de toute façon, elle est nulle. Ok, donc voilà l'expression qu'on devait obtenir, voilà, on va passer à la suite. Alors, petit c, du coup, le système est initialement dans l'état 0. Donc on a le système dans un des états possibles, donc on prend l'état de base 0. Très bien. Décrire
pardon, le ou les résultats possibles d'une mesure de A sur ce système. Alors ça, hein, donc, souvenez-vous, lorsqu'on mesure la grandeur A sur le système qui est dans l'état 0, comme 0 est état propre, non, pardon, 0 n'est pas état propre, excusez-moi, 0 est une combinaison des vecteurs propres de A. Alors, les vecteurs propres, bon, alors, je vais les réécrire, c'est A1, pardon, c'est A1 égale, on a dit, 1 sur racine de 2, 0, plus 1 sur racine de 2, 1, et on avait la valeur propre A2 égale 1 sur racine de 2, 0, moins 1 sur racine de 2, 1. Donc je peux écrire 0 comme une combinaison des vecteurs propres de A, A1 et A2. Donc je m'intéresse à la grandeur physique A, et par conséquent, il est intéressant de choisir comme base naturelle de l'espace des états, lorsque je m'intéresse à la grandeur A, de choisir donc comme base les états propres de A, c'est-à-dire A1 et A2. Donc là, j'ai écrit A1 et A2 en fonction de 0 et 1, mais je préfère écrire tout maintenant, puisque je m'intéresse aux valeurs de A lorsque je fais des mesures, je m'intéresse à la grandeur A, je préfère tout écrire en fonction de A1 et A2, les deux vecteurs de base. Donc je vais écrire plutôt 0 en fonction de A1 et A2, et donc il suffit de faire la somme ici, on voit qu'on va obtenir 2 fois racine de 2 I0, c'est-à-dire racine de 2 fois 0, qui est égal à 1 plus A2, donc 0 n'est rien d'autre que A1 plus A2 divisé par racine de 2, donc je vais le séparer comme ça. Alors, souvenez-vous comment fonctionne la mesure. J'ai donc l'état, j'ai un système qui est dans cet état-là, et je veux mesurer A. Alors, le problème, c'est que cet état-là a une valeur de A bien définie, c'est A1, par définition. En l'occurrence, ça vaut 2A, mais enfin bref, ce serait vrai quelle que soit la valeur. Hein. Ça, c'est un état propre de A. Ça, c'est un état qui a une valeur bien définie de A. Ça aussi, ça a une valeur bien définie de A. Ça a la valeur A égale A2, en l'occurrence, c'est égal à 0. Par conséquent, cet état-là, lorsque le système est dans cet état-là, il n'a pas une valeur bien définie de la grandeur A, c'est pas qu'il a une valeur indéfinie, c'est qu'il n'a pas de valeur, tout simplement, il n'y a pas de valeur associée à cette grandeur physique, mais vous voyez qu'il est une combinaison d'états qui, eux, ont une valeur bien définie. Alors, ce qu'il se passe, c'est que lorsqu'on va faire la mesure de la grandeur A, alors que le système est dans cet état-là, eh bien, on va obtenir un résultat correspondant de temps en temps à ce qu'on aurait obtenu si le système avait été dans cet état-là, et de temps en temps ce qu'on aurait obtenu si le système avait été dans cet état-là. Alors le de temps en temps, il est aléatoire en l'occurrence, mais avec des probabilités qui sont reflétées par le poids, si vous voulez, de chacun des vecteurs propres, donc des états à valeur bien définie, dans la combinaison spécifique qui représente l'état. Donc ici, ils sont à poids égaux, et donc on s'attend bien évidemment à trouver une fois sur deux A1. Donc on va trouver A1 avec la proba 1,5, 50%, et on va trouver A2 avec la proba 1,5 aussi. Alors vous savez de manière générale comment on obtient ces probabilités en prenant le module au carré du coefficient ici, à condition que l'état soit normalisé. Hein. S'il n'est pas normalisé, il faut diviser par la norme au carré de l'état en question. En l'occurrence, il est normalisé, 0 est normé, et du coup, voilà, un module de 1 sur racine de 2 au carré, c'est bien égal à 1,5, donc on retrouve évidemment ce que nous dit l'évidence, simplement là, en voyant qu'ils ont le même coefficient, donc il y a autant la même probabilité d'obtenir l'un ou l'autre. Ok, alors, donc, exprimer en déduire la valeur attendue pour la quantité... donner le résultat possible d'une mesure. Donc ça, c'est fait avec les probabilités associées. En déduire la valeur attendue pour la quantité A. Alors là, il y a une remarque à faire sur le vocabulaire, parce que valeur attendue, c'est pas bien du tout. C'est ce qui est écrit là, et je ne blâme pas celui ou ceux qui ont rédigé ce TD.
D'ailleurs, il est possible que j'y ai participé. Simplement parce qu'en anglais, on parle de alors, il y a plusieurs façons de faire. On dit expectation value ou bien expected value. Les deux sont horribles. On note ça EV. Ça marche pour les deux. Et du coup, en français, alors on parle de soit de moyenne, soit, comme c'est fait ici, on parle de valeur attendue, qui est la traduction directe de expected value. Alors le problème, c'est que cette valeur attendue, c'est vraiment juste une façon de parler, parce qu'en fait, on n'attend pas du tout cette valeur en faisant la mesure. Quand on fait la mesure de A, donc on a vu qu'on pouvait trouver A1 ou A2, mais jamais autre chose. Donc les seules valeurs attendues sont A1 et A2. Mais ce qu'on appelle valeur attendue par définition, ce n'est pas la valeur, enfin, c'est la moyenne des valeurs qu'on obtient si on fait un très grand nombre de mesures à partir d'un système dans le même état. Donc, en l'occurrence, ce qu'on appelle cette valeur attendue, vaut mieux dire sans doute, non pas d'ailleurs valeur moyenne, le mieux serait de dire moyenne des valeurs. Mais bon. Donc alors on nous dit qu'on le note comme ceci, et effectivement on le note comme ceci, donc la valeur moyenne des résultats de la mesure de A que l'on peut attendre, bon, d'où le terme, c'est par définition A1 fois la probabilité d'obtenir A1 plus A2 fois la probabilité d'obtenir A2. Hein. Donc si vous n'avez pas vu la correction du premier TD, regardez dans les vidéos précédentes, ceci est traité un petit peu plus en détail. Donc en l'occurrence, la probabilité d'obtenir A1, c'est 1,5, A1 c'était 2A, et puis A2 c'est 0, donc fois 1,5, peu importe la proba ici, et donc ça nous donne cette valeur moyenne attendue, c'est A, hein, tout simplement. Et donc, cela vous montre bien que ce qui est appelé ici valeur attendue, elle n'est absolument pas attendue. Jamais on obtiendra cette valeur-là en faisant la mesure. En faisant la mesure sur quel que soit le système dont on parle, on obtiendra soit 2A, soit 0, mais jamais A. Alors, dans cet état-là spécifique, dans l'état 0 dont on parlait, en fait, on a une chance sur deux d'obtenir l'un ou l'autre de résultats, donc sans surprise, on obtient comme valeur moyenne des résultats possibles, eh bien, A. Bon, ok. Ok, alors petit d. Petit d. Alors, même question si le système est initialement dans l'état 1. Donc là, on était dans l'état 1, maintenant 0. Si on est dans l'état 1, alors, donc vous vous rappelez, l'état 1, finalement, c'était donc 1 sur racine de 2 fois A1, et puis moins 1 sur racine de 2 fois A0, hein, si je ne m'abuse, puisqu'on avait... A1 qui était 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, et A2 qui était 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Donc si on fait lui moins lui, lui moins lui, on obtient bien, oui, c'est ça, 2 sur racine de 2 fois... Ok, donc c'est ça. Ok, donc 1 vaut ça. Donc de la même façon, si on mesure A, si on était dans cet état-là, on obtiendrait A1. Si on était dans cet état-là, on obtiendrait A0, en l'occurrence 2A et 0. Mais on n'est pas ni dans cet état-là, ni dans cet état-là. On est dans cet état-là. Et du coup, on va obtenir le résultat comme si on était dans cet état-là avec la probabilité module de ça au carré. Donc, une fois sur 2... Donc P égale 1,5 pour la valeur 2A, et de même, P égale 1,5, probabilité égale 1,5 pour la valeur 0, d'où la valeur moyenne de A lorsque le système est dans l'état 1, je peux peut-être le mettre en indice ici,
c'est 1,5 de 2a plus 1,5 fois 0, et donc c'est a à nouveau. Donc c'est la même valeur moyenne, c'est la même expectation value que néanmoins on n'obtiendra jamais. On est bien d'accord. Ok, alors pourquoi de façon générale peut-on écrire que cette valeur moyenne c'est égal à psi à psi, hein? Alors donc ça c'est un résultat, je pense avoir démontré dans le cours, hein, mais on va le revoir là. C'est quelque chose effectivement très important. La moyenne des valeurs attendues, lorsque le système est dans un certain état psi, quelconque, mais dans un certain état, la moyenne des valeurs attendues s'exprime comme ce bras opérateur ket. Donc ici, on a bien une matrice donc, qui a une ligne et n colonnes, si on est dans l'espace dimension n. Ici, une matrice nn. Ici, un vecteur colonne n, donc une matrice n1. Et effectivement, alors vous pouvez faire ce produit de matrice qui est associatif, soit d'abord ça fois ça, soit ça fois ça. Dans tous les cas, vous allez obtenir, in fine, une matrice 1,1, c'est-à-dire un nombre. Et bien, ce nombre, c'est précisément la moyenne des valeurs que vous obtenez en mesurant A lorsque vous êtes dans l'état psi. Alors, c'est vraiment très joli vu comme ça. Alors, attention, hein, c'est à condition que psi soit un état normé. L'intérêt de le normer. Si ce n'est pas le cas, il faut juste diviser par psi psi, qui est la norme au carré de psi. Et si cette norme est 1, eh bien voilà. Alors, on va remontrer ça. C'est tout à fait immédiat en fait. Il suffit d'écrire ce qu'est cette valeur moyenne. Donc, par définition, c'est la proba d'obtenir... Alors, écoutez, on va le faire dans le cas complètement général. Donc là, je vais oublier ce A particulier. Je vais me remettre dans le cas d'une grandeur physique G représentée par un opérateur G qui agit sur des états propres GI avec la valeur propre GI, qui est donc la valeur bien définie de G dans ces états-là, hein, toujours la même idée, avec I égale 1 jusqu'à N. Et donc, quelle est la valeur moyenne de G lorsqu'on est dans l'état psi qui s'écrit somme des alpha I GI. Donc, psi, là, enfin, cette décomposition est valable pour n'importe quel vecteur. N'importe quel vecteur s'écrit comme ceci. Les alpha I sont les composantes de psi sur la base G1, Gn. Alors, par définition, donc, la moyenne des résultats, enfin, la moyenne des résultats quand on mesure G, c'est donc la somme des valeurs qu'on obtient, GI, fois la probabilité d'obtenir ces valeurs-là. De I égale 1 à N. D'accord? C'est explicitement la moyenne des valeurs qu'on attend. Et alors, le truc, c'est que la probabilité d'obtenir la valeur GI, eh bien, c'est justement module de alpha I au carré. Et donc, la moyenne de G, c'est somme des GI alpha I module de alpha I carré. Et donc, il suffit de montrer maintenant que ça, c'est exactement le même nombre. Ça, c'est un nombre. Et bien, celui-là, c'est le même. Ben, voyons pourquoi. Eh bien, parce que si on fait psi, alors avec G, bien sûr, à la place de A, psi, on va avoir, donc, psi étant écrit dans un développement sur la base des vecteurs propres de G, c'est très facile de calculer cette grandeur-là. Donc là, on a un opérateur qui s'applique à un vecteur, on obtient un vecteur. Quel vecteur? Eh bien, le vecteur, donc G appliqué à ça par linéarité, ça va faire somme de I égale 1 à N de, alors, alpha I fois G appliqué à GI, c'est-à-dire GI, GI. Donc, alpha I, GI, GI, d'accord? Donc, voilà ce vecteur-là. Hein, donc, très facile d'exprimer l'action d'un opérateur sur un vecteur si ce vecteur est écrit dans la base des états propres de l'opérateur en question. Il y a juste à multiplier la composante, enfin, chacune des composantes par la valeur propre associée. Hein, donc, c'est extrêmement simple. Et maintenant, donc ça, c'est un ket, qui est ce qu'il est. Et maintenant, il suffit de prendre le produit scalaire
avec psi, qui est le ket. Celui-ci, somme sur i, alors je vais changer d'indice, somme sur j de alpha j, c'est un indice muet, alpha j, pardon, alors, oui, alors, si on l'écrit en termes de bras, maintenant, évidemment, il faut, hein, le ket devient bras et le coefficient devient le complexe conjugué, donc voilà ce qu'on a. Et donc ce produit scalaire, c'est simplement, alors quand i est égal, si i est différent de j, ça fait 0, parce qu'on a ici une base orthonormée, mais quand j égale i, ça fait 1, base orthonormée, et donc ceci est bien égal à somme des, pour tous les i, des alpha i étoile, alpha i, gi, c'est-à-dire, eh bien, c'est-à-dire somme sur i des modules de alpha i carré gi. Et donc on retrouve effectivement exactement cette expression. Donc ça, c'est égal à ça, voilà, à ça, de manière complètement générale, quel que soit l'opérateur, quel que soit l'état du système, hein, donc quel que soit le ket qui représente le système, on a toujours la valeur moyenne des résultats qu'on obtiendrait si on mesurait la grandeur G sur un très grand nombre de systèmes identiques, enfin dans le même état, on trouverait exactement ça, cette expression-là. Hein, soit dit en passant, là, je l'ai fait de façon un peu formelle, on aurait pu aussi voir tout de suite que ça, c'est le vecteur colonne alpha 1, G1, alpha 2, G2, hein, puisqu'on a ici son développement sur la base GI, donc c'est ce vecteur colonne-là, et on veut faire le produit scalaire avec le vecteur, enfin le produit hermitien, avec le vecteur psi lui-même, hein, c'est-à-dire alpha 1, alpha 2, alpha n, hein, donc s'agissant d'un produit hermitien, il est semi-linéaire à gauche et linéaire à droite, et donc on a bien alpha 1 étoile fois alpha 1 fois G1, plus alpha 2 étoile, alpha 2 fois G2, enfin bref, on retrouve exactement pareil, hein. Là c'était juste une façon formelle de le faire, avec les coordonnées, en l'occurrence, c'est pas très compliqué. C'est même peut-être un peu plus simple. Une fois n'est pas coutume. Ok, bon, bah on a démontré cette formule très importante, on a redémontré cette formule très importante pour le calcul des valeurs moyennes attendues, donc moyenne de A, lorsqu'on est dans l'état psi, hein, évidemment ça dépend de l'état dans lequel on se trouve, hein. Si on est dans un état propre de A, la valeur moyenne c'est la valeur de l'état, enfin correspondant à l'état, hein. Et donc ça s'écrit comme ceci. Donc à condition que psi soit normalisé, sinon, je vous l'écris là pour mémoire, sinon c'est égal à ça. Voilà. C'est comme quand vous faites une moyenne de notes, vous faites la somme des notes fois leur coefficient divisé par la somme des coefficients. Donc la somme des coefficients, en l'occurrence, c'est justement la norme au carré. Là. Ok. Alors, vérifier en passant par un calcul matriciel que cette formule fonctionne dans les cas précédents. Oui, alors on l'a établi dans le cas général, évidemment on aimerait bien qu'elle fonctionne dans le cas particulier. Alors faisons-le, effectivement. Donc on cherchait la valeur moyenne de A lorsqu'on est dans l'état 0. Et donc si on en croit cette formule, donc la norme de 0 carré ça va faire 1, donc ça va être égal à 0 fois A fois 0, et donc on peut représenter ce bras, cet opérateur et ce ket-là dans une base quelconque, donc en particulier dans la base dans laquelle on nous donne A, c'est-à-dire dans la base des 0, 1. Dans la base des 0, 1, le vecteur 0, c'est évidemment le vecteur colonne 1, 0, vecteur 0, donc ça va être le bras 1, 0. La matrice A, on nous l'a donné dans cette base, c'est A, 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 A. Et donc 1, 0. Alors faisons le calcul explicite. Alors soit ça, puis fois ça, soit ça fois ça. Tiens, on va changer, on va faire d'abord ça fois ça. Donc ça va donner un autre bras. Hein, ça donnerait un autre vecteur. Et ça va donner un autre bras. Alors ce bras-là, c'est lequel? C'est celui qui, première ligne, première colonne, A vaut petit a. Et première ligne, deuxième colonne, vaut petit a. Voilà. Et donc fois 1, 0, et ça, c'est égal à A. On retrouve évidemment explicitement la valeur moyenne qu'on avait obtenue par un raisonnement directement avec les probabilités, par le raisonnement statistique. On retrouve la valeur moyenne, petit a, lorsqu'on est dans cet état-là. Et bien sûr, lorsqu'on est dans l'état 1,
eh bien à ce moment-là, la valeur moyenne, c'est ça, divisé par la norme de 1 au carré, c'est-à-dire 1, et donc ça nous donne cette fois 0, 1 fois A fois donc 0, 1. Et si vous refaites le calcul, vous allez à nouveau obtenir A comme il se doit. Voilà, bah c'est formidable. En fait, c'est quasi fini parce qu'après, il y a une question d'entraînement. On nous demande de recommencer ça avec d'autres matrices. Alors, on va voir un petit peu si on veut en faire une ou deux. On nous en propose 3. Bon, je vais effacer ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose là, en l'occurrence, dans ce TD sur cette valeur moyenne, mais c'est vraiment important de garder en mémoire les deux approches. L'approche simplement en faisant le produit des probabilités fois les valeurs qu'on obtient, mais l'approche où on peut traduire ça directement comme un produit matrice, comme alors vous voyez, la moyenne de A, c'est on prend en crochet, on prend en sandwich, comme j'aime bien dire, l'opérateur A entre le bras et le quête qui représente l'état dont on parle. Donc la moyenne de A. C'est pour ça que ça a un sens aussi de le noter comme ça. Enfin, c'est une notation qu'on utilise en dehors de la physique quantique, que la moyenne d'une certaine grandeur, F, on la note comme ça, mais vous voyez que ça prend particulièrement son sens avec la notation de Dirac. Je soupçonne d'ailleurs que ça vient peut-être de là, mais je n'en suis pas certain. En tout cas, c'est parfaitement adapté, probablement ça vient de là. Ok. Allez. Donc, on nous propose maintenant, pour l'entraînement, d'autres matrices. Alors, la première, c'est celle-ci. A, B, B, A. Alors, allons-y. On va essayer de diagonaliser ça. Alors déjà, cette matrice est bien hermitienne. A et B, je suppose, sont des réels. Oui, c'est pas précisé, mais je pense que c'est le cas. Si A et B sont des réels, ceci est bien une matrice hermitienne, donc elle est associée à une grandeur physique. Si par contre B n'est pas réel, alors pour qu'elle soit hermitienne, il faudrait qu'on ait ici B étoile. Et par ailleurs, A doit être réel, sinon ça ne peut pas être hermitien non plus. Bon, bref, donc c'est réel, A, B, B, A. Alors quelles sont les valeurs propres et les vecteurs propres associés? Alors on peut s'y prendre... soit ça saute un peu aux yeux, soit effectivement il faut résoudre déterminant de A moins lambda I, lambda fois l'identité égale 0. Alors en l'occurrence, ce serait le déterminant de cette matrice-là. Je vais vous montrer après comment ça peut sauter aux yeux malgré tout, mais faisons-le comme si on ne voyait pas le résultat. Enfin, pour que ça saute aux yeux, il faut écrire 2-3 choses, mais je sais pas, si ça se trouve, je ne vais pas trouver, mais il me semble que c'est assez évident. Mais c'est bien de savoir le faire de toute façon dans le cas général. Si on a, en cas de doute, on peut toujours faire ça. Donc ce déterminant-là, il est égal à donc A moins lambda au carré, donc ça fait lambda 2 moins 2A plus A2, moins B2, égale 0. Et alors, il faut trouver les racines de ça. Bon, c'est une équation du second degré. Mais en fait... regardez, magnifique. Moins 2A lambda, c'est le double produit. Magnifique, regardez ça. A2 moins B2, c'est A plus B facteur de A moins B. Alors, si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, c'était peut-être bien la dernière, parce que j'ai ça encore un peu présent en mémoire. Je vous avais dit que quand on connaît la somme et le produit de deux nombres, ces deux nombres sont solutions de l'équation du second degré, de manière générale, x2 moins la somme x plus le produit égale 0. Si vous avez une équation du second degré, vous pouvez toujours mettre sous cette forme-là. Eh bien, le nombre ici, c'est la somme, avec le signe moins, attention, et le nombre ici, c'est le produit. Pour le retrouver, il suffit de dire que, vous développez ça. Si vous avez les deux racines,
évidemment, ce polynôme, du coup, s'écrit x moins x1 fois x moins x2, hein, avec x1 et x2 les deux racines. Et il suffit de développer ça. Ça fait x2 moins x1x moins x2x, donc moins x1 plus x2x, et puis plus x1, x2. Hein, donc il n'y a absolument aucune difficulté. Hein. Il apparaît le produit, et là, il apparaît la somme. Hein. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Mais du coup, si on sait ça, ben, ça peut aider, effectivement, à voir sous cette forme-là. On cherche en fait deux nombres dont le produit est a plus b, est a plus b fois a moins b, et dont la somme est 2a. Ben, en fait, ça saute aux yeux. Voilà le premier, voilà le deuxième. Si ça, c'est une racine, et ça, l'autre racine, leur produit, c'est bien ça, et leur somme, ça plus ça fait bien 2a. Donc voilà, on les a. Les deux valeurs propres ici sont lambda égale a plus b, et lambda égale a moins b. C'est joli. Bon, alors du coup, on va peut-être continuer comme ça. Parce que c'est bien ça, mais ça donne les valeurs propres. Maintenant, il faut trouver les vecteurs propres. Tandis que ce que j'aurais préconisé de faire, mais qu'on va faire après, permet de un peu de tout trouver en même temps. Enfin bon, bref. Il s'agit simplement d'écrire A fois le vecteur qu'on cherche, alpha bêta, égale lambda alpha bêta. Alors, et donc il faut résoudre ce système-là. Alors, l'avantage de résoudre tout ensemble, c'est qu'on va trouver lambda en même temps que les alpha et bêta. Tandis que là, on trouve d'abord lambda et lambda, enfin les lambda possibles, et maintenant il faut les implémenter là-dedans quand même pour trouver les vecteurs propres. Mais bon, faisons-le alors. Donc on cherche, on prend pour lambda celui-là ou celui-là. Alors on va appeler celui-là lambda 1, et donc on cherche à résoudre ça en fait maintenant. Hein. On cherche les vecteurs propres associés à cette valeur propre. Alors quand je dis les vecteurs propres, ce seront tous les multiples d'un vecteur propre. On est dans une matrice dimension 2, donc il n'y a que deux vecteurs propres, et on a déjà deux valeurs propres, donc pour chaque valeur propre, c'est sûr, il n'y aura qu'une seule dimension de vecteurs propres. Tous les multiples, certes, mais il n'y aura pas deux vecteurs orthogonaux qui peuvent être vecteurs propres pour la même valeur propre. Donc tous les vecteurs qu'on va trouver vont être multiples d'une même chose, d'un même vecteur. Alors écrivons ça. Donc si on applique la matrice A à alpha bêta, eh bien il suffit, d'accord, de la développer. Donc ça fait alpha A plus bêta B pour la première ligne, et puis alpha B, hein, d'accord, plus bêta A pour la seconde, et ça doit être égal à A plus B alpha bêta, enfin, c'est-à-dire donc A plus B alpha et A plus B bêta. D'accord? Donc il faut que ça soit égal à ça et ça soit égal à ça. Bon, bah là, effectivement, c'est assez simple. Alpha A plus bêta B égale alpha A plus alpha B, bah, il faut que bêta égale A, alpha. Si alpha égale bêta, évidemment, ceci est égal à cela. Alors, dans la mesure où on connaît déjà la valeur propre, c'est pas la peine de vérifier que ça marche aussi là. C'est sûr que ça va marcher là, hein, puisque le lambda est valeur propre. Si en satisfaisant ceci, on ne satisfaisait pas ça, alors ça voudrait dire que alpha plus bêta, que A plus B n'est pas une valeur propre. Hein. Donc, vérifions-le quand même, mais c'est évidemment superflu. Hein. Donc, si alpha égale bêta, à nouveau, on va avoir ici alpha facteur de B plus A égale, oui, bêta facteur de B plus A, puisque alpha égale bêta. Donc, ça marche, mais enfin, c'est vraiment, vraiment obligatoire. Hein. Ok, donc voilà, on a notre vecteur propre associé à la valeur propre A plus B. Valeur propre A plus B. Et donc, on a en fait, tous les vecteurs qui ont alpha égale bêta sont vecteurs propres. Donc, par exemple, 1, 1, mais aussi pi sur sinus de exponentielle de 13. Et pi sur sinus de exponentielle de 13, hein, on est d'accord. Donc tous les multiples, alors on peut en choisir un qui est normé, donc par exemple 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ou ça fois n'importe quelle phase, ce sera encore un vecteur propre normé associé à valeur propre A plus B. Alors voyons maintenant
la valeur propre A moins B. Donc on veut ça maintenant, c'est-à-dire qu'on veut que A fois alpha plus B fois bêta soit égal à A moins B fois alpha, donc A alpha moins B bêta. Et bien là, il saute aux yeux qu'il faut que... attendez. Non, moins B alpha, hein, ça doit être égal à A moins B fois alpha, donc A alpha moins B alpha. Hein, donc ça s'en va, donc il faut que ça soit égal à ça, et donc il faut que alpha soit, enfin que bêta soit égal à moins alpha. D'accord? Et donc, alors à nouveau, hein, on peut vérifier que ça marche aussi pour la deuxième ligne, mais c'est sûr que ça va marcher pour la deuxième ligne, puisqu'on sait déjà que A moins B est effectivement une valeur propre possible. Hein, donc, allez, je ne le fais même pas. Donc, pour la valeur propre A moins B, les vecteurs propres possibles sont tous les vecteurs qui s'écrivent donc alpha et moins alpha. Hein, d'accord? Donc, par exemple, 1 moins 1, ou pi sur voilà, ou donc si on veut le normaliser, 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2. Et ça, si on veut, on peut même le multiplier par une phase quelconque. Mais en tout cas, voilà un vecteur propre normalisé associé à la valeur propre A moins B. Et en voilà un autre. Alors, vérifions juste qu'on trouve la même chose que tout à l'heure. Si B est égal à A, hein, parce que tout à l'heure, c'est ce qu'on avait. On avait la matrice AAAA. Donc, si B est égal à A, que se passe-t-il? Ben, on retrouve bien ici la valeur propre 2A. Et on retrouve bien ici la valeur propre 0. Et les vecteurs propres associés sont bien ceux qu'on avait également trouvé. Yes! Bon. Ben voilà, c'était assez simple. Alors après, voilà, si on est dans l'état propre 0, c'était ça qui était demandé, si on est dans l'état propre 0, quelle est la probabilité de mesurer cette valeur, si on fait la mesure de la grandeur A, quelle est la probabilité de trouver A plus B et la probabilité de trouver A moins B? Eh bien, là, à nouveau, on a à nouveau un 1,5 et une probabilité 1,5 pour chacun, hein, puisqu'il y a la même... c'est module de ça au carré, enfin, si on inverse... Enfin bref, c'est les mêmes vecteurs propres que tout à l'heure, donc ils ont la même composante sur les vecteurs 0... Enfin, les vecteurs 0 et 1 ont les mêmes composantes sur ces vecteurs-là que ceux qu'on avait trouvés. Donc on va obtenir A plus B avec la probabilité 1,5 et A moins B avec la probabilité 1,5. Bon, bah du coup, je vais peut-être quand même faire un de plus, parce que... histoire qu'on voit un peu des probabilités qui ne seraient pas exactement égales à 1,5. Parce qu'il n'y a pas que des probabilités 1,5 dans la vie. Vous avez dû vous en apercevoir. Alors, donc je vais prendre le deuxième exemple. La matrice A est la matrice... Alors, il y a un facteur multiplicatif A devant. Moins 1, racine de 3, 1. Et on cherche les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors, alors pareil, on peut faire déterminant de A moins lambda I. Donc on va avoir 1 moins lambda, on fait le déterminant. Alors on peut directement essayer de travailler avec la somme et le produit. Quand on a des matrices de 2, c'est très facile, parce que cette matrice, si justement on la diagonalise, c'est-à-dire si on l'écrit, enfin cet opérateur, si on l'écrit dans une base de ces vecteurs propres, elle va prendre comme forme, par définition, lambda 1, lambda 2. D'accord? Si on prend comme premier vecteur de base le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1, comme deuxième vecteur de base le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 2, alors cet opérateur s'écrit comme ceci dans cette base-là. Et du coup, si vous calculez ici la trace de cette, de cette matrice, ça va être donc la trace de l'opérateur. Vous savez que la trace et le déterminant sont invariants par changement de base. Ça, c'est très important à s'en souvenir. C'est un résultat archi classique et très simple. Pas totalement trivial, mais c'est un résultat important de l'algèbre linéaire. La trace ne dépend pas de la représentation, de la base qu'on choisit, ni le déterminant. Donc la trace ici, à l'évidence, c'est lambda 1 plus lambda 2. Donc la somme des valeurs propres, on les a. C'est
eh bien, c'est la trace de cette matrice. Et donc, c'est aussi la trace de cette matrice. Et donc, la trace de cette matrice, c'est quoi? Moins 1 plus 1 fait 0. Et donc, en fait, on sait déjà que lambda 1 plus lambda 2, ça doit être égal à 0. Les deux valeurs propres. Alors, j'ai oublié de dire, il y a effectivement des valeurs propres réelles là-dedans. C'est bien une matrice hermitienne, ça. Hein. Elle est égale à sa transposée conjuguée. Si A est réel, mais A est réel. Donc on a la trace, on a la somme, et puis on a le produit, puisque le produit, c'est le déterminant de A. Et le déterminant, bien, c'est lambda 1, lambda 2, évidemment. Le déterminant, c'est toujours le produit des valeurs propres. Et donc, c'est vrai sous cette forme-là, et donc c'est vrai aussi sous cette forme-là. Donc la trace fait 0, et le produit, enfin donc la somme des valeurs propres fait 0, et le produit fait bien, le déterminant de cette matrice. Alors le déterminant de ça, c'est moins 1, moins 3, donc moins 4. Alors faites attention, il y a un A devant. Alors ça, c'est une erreur classique de se dire que le déterminant de ça, c'est moins 4, on est tous d'accord. Et du coup, le déterminant de A, c'est combien? Eh bien, souvent, on commet l'erreur de dire bah, c'est A fois plus grand. Non, c'est pas A fois plus grand, c'est A au carré fois plus grand. Hein, puisque ce A, il est en facteur de tous les... Hein, si je le rentre dans la matrice, j'ai moins 1 là, il est en facteur de tous les coefficients. Hein. Donc en fait, c'est bien... d'accord? C'est A carré fois ce qu'on avait trouvé. Bon, ça c'est... Hein, faites attention à ça. Bon, je vais regretter d'avoir fait des bêtises là. Bon. Donc c'était A fois... c'était quoi déjà? Oui, donc moins 1 racine de 3. Racine de 3. Hein, voilà. Ok, donc, alors là, on a une somme, on a la somme des matrices, on a la somme, pardon, des valeurs propres qui vaut 0, donc l'une est l'opposé de l'autre, et du coup, bah, ça saute aux yeux ici que on a bien, donc on a lambda 2 c'est moins lambda 1 carré, donc on a moins lambda 1 carré qui vaut 4 à 2, donc lambda 1 carré qui vaut 4 à 2, et par conséquent, lambda 1 égale plus ou moins 2A. Alors, évidemment, hein, on retrouve, ne serait-ce que là, hein, que s'il y en a une qui convient, son opposé convient. Mais son opposé, c'est déjà lambda 2. Hein. Donc, il y a deux valeurs propres, 2A et moins 2A, tout simplement, à cette matrice. Vous voyez, ça se voit directement en voyant que la trace, c'est 0, et le déterminant, c'est moins 4A2. Et donc, on trouve les valeurs propres. C'est une autre façon de faire. Enfin, donc, sachez un petit peu jongler avec tout ça. Un peu d'élégance ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Puis on se fait plaisir un petit peu plus qu'en calculant déterminant de A moins lambda I, c'est toujours un peu pénible. Bon. Donc quand vous avez des matrices de 2, vous avez directement la somme et le produit des racines. Alors vérifiez aussi qu'on peut l'écrire, hein, toujours avec le petit truc de tout à l'heure. Ces nombres-là vérifient l'équation x2 moins la somme, c'est-à-dire 0 fois x, plus le produit, c'est-à-dire moins 4 à 2 égale 0. Hein, donc évidemment, on retrouve exactement la même chose. Bon, là, c'est assez trivial. Bon, alors c'était quoi la question? Ah oui, alors la question c'était si on est dans l'état 0, quels sont les résultats possibles pour la mesure de la grandeur physique associée à cet opérateur, qui est une bonne grandeur physique, puisque la matrice est hermitienne. Donc si je mesure A étant dans cet état-là, qu'est-ce que je vais trouver et avec quelle probabilité et quelle va être la grandeur moyenne, hein? Alors, c'est intéressant, effectivement. Donc, les seules choses que je peux trouver si je mesure A, c'est l'une ou l'autre des valeurs propres. Donc je vais trouver soit, on m'a dit que c'était 2A, alors avec une certaine proba, soit moins 2A, avec une certaine probabilité. Mais laquelle? Alors laquelle, justement, c'est donné par le modulo carré du produit scalaire entre ce vecteur et le vecteur propre en question. Alors on n'a pas trouvé encore les vecteurs propres. Alors allons-y. Les vecteurs propres de cette matrice sont... Alors, vecteurs propres de celle-là ou de celle-là, c'est pareil, hein, en l'occurrence, bien sûr. Donc, bref, juste pour ne pas traîner des A, je vais faire celle-là. Donc, dire que... Alors, je vais écrire
que ça appliqué à alpha, bêta, je veux que ce soit... Je cherche les vecteurs propres associés à la valeur propre 2a, par exemple, puis après je ferai moins 2a. Je cherche donc les vecteurs propres tels que ceci égale ça. Très bien, bah alors faisons-le. Hein. Donc ça, j'ai envie de virer tous les a. Enfin, si, voilà, si c'est vrai avec le a, c'est vrai sans le a. Et donc, ça me donne moins alpha plus racine de 3 bêta, qui doit être égal à 2 alpha. Et alors, je vais le faire juste une fois, mais la deuxième, c'est sûr que si la première est vérifiée, la deuxième le sera. Puisque je sais déjà que 2a est une valeur propre. Donc, racine de 3 alpha plus bêta égale 2 bêta. Oh bah, du coup, oui, je peux utiliser même celle que je préfère. Celle-là, je l'aime bien, parce que celle-ci me dit tout de suite... ouais. Celle-ci me dit tout de suite que bêta est égal à racine de 3 alpha. Voilà. Donc si j'ai bêta qui vaut racine de 3 alpha, c'est gagné. Alors vérifions quand même que si j'ai bien ça, c'est-à-dire ça, j'ai bien ça aussi, mais ça va être assez évident. Effectivement, ça me donne moins alpha plus racine de 3 fois racine de 3 alpha, donc plus 3 alpha, ça fait bien 2 alpha. Donc encore une fois, c'est vraiment, enfin, ça ne pouvait pas être autrement. Bref, en tout cas, je viens de trouver, vous voyez, en une ligne, hein, le vecteur propre associé à la valeur propre 2a. Ce vecteur propre, c'est, enfin, ces vecteurs propres sont tous les multiples, enfin, sont tous les vecteurs alpha racine de 3 alpha. Donc, quel que soit alpha complexe, hein. Donc ça pourrait être 1 et racine de 3, mais ça aussi, c'est pas normé. Si je veux normer ça, quelle est la norme de ce vecteur-là? Ben, la norme de ce vecteur-là, c'est module de alpha carré plus 3 modules de alpha carré, c'est-à-dire 4 modules de alpha carré. Et donc, je veux que ça soit égal à 1. Et donc, je veux que module de alpha soit 1,5. Et donc, par exemple, je peux prendre comme vecteur propre associé à la valeur propre, donc 2a, le vecteur propre, donc 1,5. Alors, ça veut dire que je peux prendre alpha égale 1,5, mais je pourrais aussi prendre alpha égale 1,5 puissance iθ pour n'importe quel θ. Bon, je vais prendre un alpha réel tant qu'à faire, et donc alpha égale 1,5, ou moins 1,5 d'ailleurs, hein, pour θ égale pi. Vraiment, j'ai vraiment le choix, hein, tous les multiples d'un vecteur propre sont vecteurs propres pour la même valeur propre. Donc pour 2a, je vais prendre alpha égale 1,5, et donc si alpha égale 1,5, j'ai le vecteur 1,5 racine de 3 sur 2. Voilà. Et ça, c'est bien normé. Hein, ça au carré plus ça au carré, ça fait 1. Alors, vous reconnaissez ici le cosinus de 60 degrés et le sinus de 60 degrés. Cos carré plus sin carré égale 1. Bien. Bon, ben voilà le vecteur propre qu'on voulait. Et alors, si on veut le vecteur propre associé à la valeur propre moins 2 alpha, moins 2a, enfin, on fait pareil. Et du coup, enfin bon, bref, je ne le fais pas, on va faire pour celui-là, c'est pas la peine de... Je vous laisse faire le cas moins 2a. Donc on a ça. Alors la question maintenant, c'est si je suis dans l'état 0, quelle est la probabilité d'obtenir la valeur propre 2a, c'est-à-dire la valeur propre correspondant à ce vecteur propre. Alors là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on avait donc le vecteur propre lambda 1, on l'appelait A1, disons lambda 1, écrit comme une combinaison linéaire de 0 et 1. Et puis on avait le vecteur propre lambda 2 écrit comme une combinaison linéaire de 0 et 1, puisque 0, 1 est une base, donc je peux écrire les vecteurs propres. C'est comme ça qu'on les a obtenus. Hein. Là, en l'occurrence, ici, alpha 1, c'est 1,5, et bêta 1, c'est 3,5. Mais ce qu'on veut, enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit ensuite, on a inversé ce système, et on a écrit 0 comme une combinaison linéaire de lambda 1 et lambda 2. Alors, je vais changer les lettres. J'avais obtenu, allez, L1 lambda 1 plus L2 lambda 2. Et là,
ce qu'on a dit ensuite, c'est que maintenant, si on mesure la grandeur associée la grandeur physique associée à l'opérateur A dans cet état-là, je vais obtenir lambda 1 avec la proba module de L1 au carré et lambda 2 avec la proba module de L2 au carré. Et donc la valeur moyenne sera ça plus ça, si je cherche la valeur moyenne. C'est bien joli, et ça marche. Et vous voyez que pour obtenir, là j'ai lambda 1 en fonction de 0 et 1, mais moi ce que je veux ici pour faire ça, c'est 0 en fonction de lambda 1 et lambda 2. Je vais inverser la base. Mais du coup, il ne me suffit pas d'avoir celui-là. Je dois aussi connaître celui-là pour inverser le système de deux équations à deux inconnus ici. Écrire lui et lui en fonction de ces deux-là, plutôt que l'inverse. Mais en fait, si je m'intéresse à la probabilité d'obtenir la valeur propre lambda 1, j'ai juste besoin de connaître L1. Or, quel est L1 ici? Eh bien, L1, j'ai même besoin de connaître uniquement son module au carré. Or, L1, c'est simplement le produit scalaire entre 0 et lambda 1. Hein. Si je fais lambda 1, 0, eh bien, j'obtiens L1. Hein, puisque ça me fait L1 fois 1, plus L2 fois 0. Lambda 1 et lambda 2 sont orthogonaux. Et donc, la probabilité d'obtenir 2A, c'est simplement le module au carré de... Ça, c'est le vecteur 2A, si vous voulez. C'est le module au carré de 2A, 0, qui est aussi le module au carré de 0, 2A. Et donc, je n'ai pas besoin, en fait, de connaître L2. Donc, je n'ai pas besoin d'inverser le système. Si je veux juste la probabilité d'obtenir 2A, il suffit que je calcule ce produit scalaire. Or, ce produit scalaire, eh bien, c'est simplement 1,5, donc module de 1,5 au carré, c'est-à-dire 1/4. La probabilité d'obtenir 2A, c'est 1/4. Je n'ai pas eu besoin d'écrire, d'inverser, c'est-à-dire d'écrire le vecteur correspondant à moins 2A. Je sais la probabilité d'obtenir la valeur 2A quand je suis dans l'état 0, sans avoir écrit 0 vraiment en fonction de 2A et moins 2A. Il me suffit de connaître la composante sur 2A que j'ai, puisque j'ai 2A en fonction de 0 et 1. Vous voyez, c'est un petit peu, éventuellement un petit peu subtil. Revoyez ça tranquillement si jamais ça vous échappe la première lecture, ce qui n'est pas, pas scandaleux. Mais c'est intéressant. Donc la probabilité... je vais dire autre chose qui revient au même. La probabilité d'obtenir 2A lorsqu'on est dans l'état 0, c'est la même que la probabilité d'obtenir la valeur propre, d'obtenir la valeur d'une grandeur physique dont 0 est vecteur propre lorsqu'on est dans l'état 2A. Bon, peut-être un petit peu... Si ça vous échappe, c'est pas grave. Voilà, donc la probabilité d'obtenir 2A, c'est 1/4. Et du coup, alors pour obtenir la probabilité d'obtenir l'autre valeur propre, alors je pourrais refaire pareil et exprimer effectivement moins 2A comme un certain vecteur colonne. Et je fais la même procédure et je vais trouver un résultat. Mais je sais très bien quel résultat je vais trouver, puisque là, il n'y a que deux valeurs possibles. J'en ai déjà une et je sais que la somme des probas fait 1. Donc forcément, la probabilité d'obtenir moins 2A, eh bien c'est moins 1/4. Pardon, eh bien c'est 3/4. Voilà. Et du coup, la valeur moyenne, donc l'expectation value, la moyenne des valeurs qu'on peut obtenir quand on fait de façon répétée des mesures à partir de cet état-là, dans l'état 0, ça va être 2A fois 1/4. Ça, c'est la moyenne de la matrice A. Hein. La matrice A, c'est celle-là. Je vous rappelle qu'on va faire le calcul matriciel, puis on va s'arrêter. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouf, oui. 2A fois 1/4 plus moins 2A fois 3/4. Et donc, ça fait... donc ça fait 2A facteur de 1/4 moins 3/4, donc moins 2/4, donc moins 1,5. Et donc la valeur moyenne, c'est moins A. Donc voilà ce qu'on trouve. La valeur moyenne de A, lorsqu'on est dans l'état 0, ça doit être moins A. Alors vérifions-le donc pour finir en faisant
en appliquant la formule magique qu'on a démontrée dans le cas général, qu'on a démontrée en une ligne, hein, mais qui néanmoins contient quand même, qui est néanmoins importante. Donc la valeur moyenne de A, lorsqu'on est dans l'état, en l'occurrence 0 ici, je vous rappelle que c'est 0 à 0. Donc le produit du bras par l'opérateur par le ket. Alors faisons-le. Donc ça, c'est la matrice en question. Quand on est dans le ket 0, eh bien c'est 1, 0, le voilà. Et donc ça, alors on va commencer par ça. Ça fois ça, ça fait donc ça fois ça. Alors première ligne, attention, il y a le A ici. Hein. Donc première ligne, ça fait moins 1, donc moins A. Et deuxième ligne, ça fait racine de 3, donc racine de 3A. Donc voilà cet objet-là, ce vecteur-là. Et ici, c'est simplement le bras 1, 0. Et si vous faites ça fois ça, clac, et on trouve, comme c'est bizarre, moins A. C'est joli, non? La même chose. OK? Bon, voilà. Bah, alors, il y avait une autre matrice proposée. Je vous la laisse faire. C'était la matrice A fois 0, 2i, 2i et 3. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça? Ah non, oui, moins 2i. J'allais dire justement, celle-ci n'est pas hermitienne, donc ça ne va pas fonctionner. Alors, celle-ci est hermitienne, donc elle peut être diagonalisée en base orthonormée avec des valeurs propres réelles. Et voilà, je vous laisse faire ça. Alors vous voyez tout de suite que la somme des valeurs propres, lambda 1 plus lambda 2, ça va être 3. Alors attention, il y a A, hein, donc ça va être 3A. Voilà la somme des valeurs propres. Et le produit des valeurs propres, lambda 1, lambda 2, c'est le déterminant de cette matrice, c'est-à-dire 0, moins 4i, donc moins, plus, donc 4i carré, et 4i carré fois a carré, attention, donc 4, i carré c'est moins 1, donc moins 4a carré. Voilà, donc vous avez la somme et le produit, et vous pouvez résoudre l'équation du second degré lambda 2 moins la somme, donc moins 3a, plus le produit, donc moins 3a lambda, pardon, égale 0. Et là, vous voyez tout de suite que, alors soit ça c'est un 8. Attendez, si la somme, on a dit que la somme valait 3 et le produit moins 4, enfin tout ça fois a, si la somme vaut 3, et que le produit vaut moins 4, je dirais bien qu'il y en a une qui vaut 4 et l'autre qui vaut moins 1. La somme fait 3 et le produit vaut moins 4. Alors donc en fait, avec des A, donc voilà, je prétends que voici les solutions. Voici les solutions de cette équation. Donc voici les valeurs propres de cette matrice. Alors vérifions, si je mets 4A ici, ça va faire 16A2 moins 3 fois 4, 12A2, moins 4, ça marche. Et donc l'autre aussi, hein, puisque j'ai la somme. Voilà. Donc, et si je mets moins A ici, ça va me faire A carré, moins, donc plus 3A carré, moins 4A carré, ça marche. Donc voilà les valeurs propres. Bref, et puis vous pouvez dérouler comme on l'a fait pour les précédentes. Voilà, je m'arrête là. Donc ça termine le TD numéro 2. Dès que j'ai le temps, je vous propose une correction du TD numéro 3. Alors à bientôt.